Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la dette publique française en regard des grands pays de l'OCDE. Si l'évolution de la dette publique française peut inquiéter, il est important de la resituer par rapport à celle des autres grandes puissances mondiales. La seule prise en compte de la dette brute en pourcentage du PIB ne saurait par ailleurs suffire. Le bilan passif-actif, soit la valeur patrimoniale des administrations publiques, est une donnée à ne pas négliger dans l'analyse de la soutenabilité des finances publiques françaises. En l'absence d'un peu plus de 4 décennies, la dette publique en points de PIB a été multipliée par plus de 5 en France. Et oui, entre 1980 et 2023, les dépenses publiques sont toujours restées supérieures aux recettes, le déficit public moyen étant de 3,7% du PIB, soit un niveau trop élevé pour stabiliser la dette. Au cours de cette période, la dette publique française, au sens de Maastricht, est passée de 21,3% du PIB à 109,9%, après avoir atteint près de 115% du PIB en 2020. Son plus haut depuis 70 ans. Sur la période récente, elle a connu 2 épisodes de forte augmentation liés à des récessions économiques majeures, celui faisant suite à la crise des subprimes, puis celle résultant de la Covid-19. La dette publique a cru de plus de 44 points de PIB en seulement 16 ans, ce qui pose la question de la soutenabilité à long terme et de l'effet des chocs macroéconomiques sur les trajectoires de la dette. Dans un monde où la plupart des États sont soumis à des événements économiques relativement similaires, au moins pour les grands pays de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, il est intéressant d'étudier la dynamique historique de la dette française par rapport aux autres grands pays de l'OCDE, mais aussi d'analyser la dette sous toutes ses coutures. Tout d'abord en essayant de comprendre la situation actuelle, au regard des crises passées et des choix de politique budgétaire faits selon les États, mais aussi en élargissant le spectre de l'étude au-delà de la seule dette brute, en tenant compte de la valeur patrimoniale à l'actif des administrations publiques, infrastructures, bâtiments, entreprises publiques. Car l'analyse de la soutenabilité de la dette, exercice complexe, ne peut se limiter à la seule vision des agences de notation, bien que leur avis soit surveillé avec attention par les marchés et les décideurs, leur donnant un caractère quasi auto-réalisateur. En outre, le suivi des taux d'intérêt, ou plus précisément des spreads des taux, notamment dans la zone euro, soit l'écart de taux entre les obligations publiques à 10 ans d'un pays et ceux de l'Allemagne qui fait valeur de référence en termes de solidité budgétaire, est crucial car il reflète la prime de risque sur la dette d'un État. Mais cela ne peut être suffisant pour comprendre la dynamique de la dette publique à long terme, puisque ce spread tient compte uniquement de la vision des investisseurs à un instant précis quant à la capacité d'un État à rembourser sa dette. Nous essaierons donc de comprendre quels sont les éléments qui régissent la dynamique de la dette, qu'ils soient purement budgétaires ou au contraire macroéconomiques, tels que la croissance et les taux d'intérêt à long terme. L'évolution de la dette publique des grands pays de l'OCDE sur une longue période. Depuis le début des années 1980, tous les pays de l'OCDE ont accusé une forte hausse de leur dette publique, comprise entre 53 points de PIB en Italie, qui partait déjà d'un niveau de dette élevé, et 193 points de PIB pour le Japon. L'Allemagne, dont les données commencent en 1990 après la réunification, est le seul pays à connaître une hausse modérée de sa dette, 27 points de PIB. Entre 1980 et 2023, avec 89 points de PIB, la France fait partie des grands pays de l'OCDE qui ont connu la plus forte hausse de la dette publique, avec l'Espagne 87 points et les États-Unis 82 points.
Alors, il est important de noter que les évolutions sont très différentes selon les périodes. Ainsi, nous distinguons les évolutions d'avant la crise financière jusqu'en 2007 de celles d'après la crise des subprimes. De 1980 à 2007, la France moins rigoureuse sur sa dette que les autres pays. Et oui, cela est lié particulièrement au président Mitterrand qui distribuait l'argent à tout va. En excluant le Japon des comparaisons, qui a une dynamique singulière parmi les membres de l'OCDE, il affiche le ratio de dette publique sur PIB le plus élevé au monde, 239% du PIB en 2023 contre 46% en 1980. La France se signale par rapport aux autres grands pays de l'OCDE par une hausse de sa dette particulièrement élevée entre 1980 et 2007. Elle a cru en effet de 44 points de PIB en cette période, alors qu'elle a été stable au Royaume-Uni et n'a augmenté que de 16 à 23% de PIB dans les autres pays de l'OCDE. Alors, implicitement, cela pose la question de la gestion de la dette française sur ce laps de temps, et ce malgré la mise en place des critères de Maastricht contraignant la France à des ajustements budgétaires au cours des années 90. Si le panorama dressé par le seul indicateur de la dette brute n'est pas favorable à l'Hexagone, elle est beaucoup plus positive si l'on considère la valeur nette patrimoniale des administrations publiques, l'APU, sur la même période. En effet, la valeur nette qui mesure la valeur des actifs moins les dettes détenues par les APU a atteint en France un niveau élevé en 2007, à savoir à 58% du PIB. Comme nous le verrons plus tard, une analyse patrimoniale est plus pertinente que la seule étude de la dette brute qui n'informe pas sur la contrepartie de la dette. Or, une dette de crise ou une dette générant de l'investissement n'ont pas les mêmes effets sur la croissance et la soutenabilité des comptes publics. Depuis 2008, les grands pays de l'OCDE ont dû faire face à des chocs macroéconomiques de grande ampleur. Le premier étant celui de la crise financière liée au subprime. Puis de 2010 à 2012, l'Europe a connu la crise des dettes souveraines, suivie d'une période de forte consolidation budgétaire. Enfin, en 2020 et 2021, le monde étant plongé dans une crise sanitaire inédite, avant de connaître un nouveau choc en 2022-2023 avec la flambée du cours des matières premières et le déclenchement de la guerre en Ukraine. Ces multiples chocs ont profondément bouleversé les trajectoires budgétaires des États à travers les effets sur la dynamique du PIB et des recettes fiscales, mais aussi en raison des plans budgétaires massifs pour soutenir les économies. Entre 2007 et 2023, la dette publique a crû entre 33 points de PIB en Italie et 71 points en Espagne. Le Japon, enlisé dans la déflation, a vu sa dette s'élever de 86 points de PIB sur la même période, les États-Unis et le Royaume-Uni de près de 60 points de PIB. L'Allemagne fait clairement figure d'exception au sein des membres les plus importants de l'OCDE, sa dette ne se creusant pas sur cette période malgré des chocs économiques. La France, avec une hausse de 45 points de PIB, fait partie du groupe de pays où la dette a le moins augmenté depuis 2007. Cependant, on peut distinguer trois sous-périodes depuis la crise financière des subprimes. La première entre 2007 et 2014, le deuxième entre 2015 et 2019, qui comprend une période de relative stabilité, et enfin, à partir de 2020, la période des crises successives sanitaires puis énergétiques. Entre 2007 et 2014, l'Hexagone est, après l'Allemagne, le pays avec l'Italie où la dette a connu la plus faible augmentation, à contrario de l'Espagne, où elle a cru de 69 points de PIB. En revanche, depuis 2014, la dette publique de la France s'est plus creusée que celle des autres pays de la zone euro. Entre 2014 et 2023, elle a fortement baissé en Allemagne, malgré la pandémie de Covid-19 et la crise énergétique, et a été relativement stable en Italie et en Espagne. Depuis 9 ans, la dynamique de la dette de l'Hexagone ressemble plus à celle des pays anglo-saxons qu'à celle des grands États de la zone euro. La dette publique de la France a augmenté de 14 points de PIB sur cette période, celle d'Emmanuel Macron, dont le mentor n'est autre que la banque Rothschild, et donc également le modèle anglo-saxon.
dont 12 depuis la crise de la Covid, alors qu'elle a diminué de 12 points de PIB en Allemagne et n'a augmenté que de 2 points de PIB en Italie et en Espagne. En revanche, elle a cru respectivement de 15 à 19 points du PIB au Royaume-Uni et aux États-Unis entre 2014 et 2023, des évolutions plus proches de celles de la France que des autres grands pays de la zone euro. Les crises seraient responsables de près de la moitié des 2/3 de la hausse de la dette hexagonale depuis 2017, mais aussi de la mauvaise gestion d'Emmanuel Macron. Si les crises sanitaires et énergétiques ainsi que le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron ont affecté les comptes publics, il n'en reste pas moins qu'une part non négligeable de la hausse de la dette en France est attribuable aux mesures prises par le gouvernement Macron et en dehors même de celles spécifiques pour répondre aux différentes crises. Selon une évaluation récente de l'OFCE, les crises successives depuis 2017 seraient responsables de 44 à 62% de la hausse de la dette. Ce qui veut dire aussi que sur les 12 points de PIB de hausse de dette depuis la première élection d'Emmanuel Macron, la part de ces décisions politiques ayant eu un impact budgétaire durable représente entre 4,5 et 6,5 points du PIB, soit entre 38 et 56% de la hausse. Et oui, en fait, nous sommes en déficit, nous sommes proches de la faillite à cause d'Emmanuel Macron. Mais ça, vous le saviez déjà. Et ces mesures sont principalement attribuables à des baisses d'impôts qui, bien que pouvant être légitimes car visant à répondre à des problèmes spécifiques de pouvoir d'achat ou de compétitivité, n'ont pas été financées. Cette baisse des prélèvements non financés représenterait un manque à gagner budgétaire de 40 milliards d'euros en 2023. Environ la moitié de ces mesures, renoncement à l'augmentation de la taxe carbone, annulation de la hausse de la contribution sociale généralisée pour les retraités les plus modestes, baisse de l'impôt sur le revenu et élargissement supérieur à ce qui était prévu de la prime d'activité, correspondent aux réponses fiscales au mouvement des Gilets jaunes. Le reste provient à hauteur de près de 20 milliards de la suppression de la taxe d'habitation pour tous, initialement prévue pour 80% des ménages, et de la baisse pérenne des impôts sur la production dans le cadre du plan de relance. Les récentes crises ne sont donc pas les seuls responsables de la hausse de 12 points du PIB de la dette française depuis 4 ans. Le seul responsable est Emmanuel Macron. À titre de comparaison, entre 2019 et 2023, la dette publique en Italie a augmenté de 3 points de PIB, de 4 points en Allemagne et de 9 points en Espagne, soit une hausse moindre qu'en France. Seuls les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon, entre 15 et 16 points de PIB, ont connu entre 2019 et 2023 une augmentation supérieure à celle de l'Hexagone. Une dette, mais aussi des actifs. Si l'évolution de la dette brute est un élément central pour juger de la bonne gestion des finances publiques, approche notamment privilégiée par les règles budgétaires européennes, il n'en reste pas moins que cette information ne peut être la seule pour évaluer la soutenabilité des finances publiques. Une approche plus large vise notamment à étudier la situation patrimoniale des administrations publiques APU en suivant les évolutions des actifs à leur bilan, contrepartie potentielle à la dette accumulée. Ces actifs sont de deux types: financiers, actions et titres de participation, liquidités, et non financiers, les terrains, bâtiments, infrastructures publiques, droits de propriété intellectuelle. Historiquement, la hausse de la dette publique ne s'est pas mécaniquement traduite par une dégradation des comptes patrimoniaux. Par exemple, entre 1995 et 2007, la dette publique brute a augmenté de 8 points de PIB et pourtant, sur la même période, la valeur nette patrimoniale des APU s'est accrue de 30 points de PIB car la valeur des actifs a augmenté plus vite que celle des dettes accumulées au passif. A l'inverse, entre 2007 et 2020, la hausse de la dette publique de 49 points de PIB a eu pour contrepartie une réduction massive de la valeur nette, moins 50 points de PIB, ce qui veut dire que la dette accumulée sur cette période correspond à une dette de crise
qui a visé à éponger les chocs macroéconomiques sans investissement public supplémentaire et donc accumulation d'actifs. Si en 2022, la dette publique au sens de Maastricht a atteint à un niveau élevé de 111% du PIB, il n'en reste pas moins que la valeur nette patrimoniale des APU était encore positive, 33% du PIB. Les actifs détenus par les APU représentent 167% du PIB, 103% du PIB pour les actifs non financiers et 64% du PIB pour les actifs financiers, soit plus que l'ensemble du passif financier des APU qui recouvre l'ensemble des dettes, 134% du PIB. Ainsi, en 2022, chaque habitant en France devait assumer une dette publique équivalente, écoutez bien, à 52 000 euros, mais posséder en contrepartie près de 40 000 euros d'actifs non financiers publics et plus de 24 000 euros d'actifs financiers publics. Le patrimoine net public par habitant s'élevait donc à 13 000 euros. Le nouveau-né hérite d'une dette importante, mais aussi d'actifs qui sont même supérieurs à cette dette pour l'instant. Le panorama financier est donc négatif pour la France en comparaison internationale si l'on tient compte des actifs financiers détenus par les APU. L'Hexagone figure parmi les grands pays de l'OCDE, à l'exception du Japon, dont les APU possèdent le plus d'actifs financiers, 44 points du PIB. Du point de vue de la dette nette, montant de la dette brute diminuée de la valeur des actifs financiers, la France fait donc partie des États les moins endettés derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et dette nette, voilà. Alors, à noter que le Japon, qui présente la dette brute en point de PIB la plus élevée au monde, en 2023 a en réalité une dette nette moindre que l'Italie, car les APU japonaises possèdent 123 points de PIB actifs financiers contre seulement 27 points pour l'Italie. L'évolution de la dette publique ne dépend pas de la rigueur budgétaire, mais aussi de l'écart critique. Une approche purement budgétaire n'est pas suffisante pour comprendre l'évolution de la dette, car les variables macroéconomiques telles que la croissance de l'économie et les taux d'intérêt en partie déterminés par la politique monétaire ont un impact majeur sur sa dynamique. Prévoir la dette ne peut se limiter à scruter uniquement la politique budgétaire sans s'intéresser à la santé de l'économie dans son ensemble. Autrement dit, c'est un sujet plus économique que comptable. En effet, l'évolution de la dette publique dépend de deux composantes essentielles que sont le solde public primaire, qui correspond au solde public, moins les charges d'intérêt, et l'écart critique, qui est la différence entre les taux d'intérêt payés sur la dette publique et le taux de croissance nominale, c'est-à-dire à prix courant du PIB. En effet, à solde public primaire nul, la dette est stabilisée si le taux de croissance est au moins égal au taux d'intérêt. Et le R-G est négatif. Si le R-G est négatif, alors les recettes publiques qui augmentent comme le PIB croissent plus vite que la charge d'intérêt, ce qui permet de stabiliser et de réduire la dette sans dégager d'excédent primaire. A l'inverse, si le R-G est positif, c'est-à-dire si le taux d'intérêt est supérieur au taux de croissance, on parle d'effet boule de neige, car la dette augmente malgré un déficit primaire nul. C'est ce qui se passe actuellement. Depuis 1990, le seul État qui a dégagé des excédents primaires sur la période est l'Italie, 34 points de PIB sur 33 ans. Loin devant l'Allemagne, dont le solde public primaire cumulé est légèrement négatif sur la période, moins 3 points de PIB de déficit public primaire cumulé. Entre 1990 et 2023, les autres pays ont vu une accumulation de déficit primaire importante. Cela va de 62-63 points de PIB en France et en Espagne à 69 points de PIB au Royaume-Uni, de 89 points aux États-Unis à 145 points au Japon. En revanche, les pays qui ont bénéficié le plus favorablement de l'évolution de l'écart critique sur cette période sont l'Espagne et les États-Unis, contribuant à réduire la dette de 23 points de PIB devant le Japon, moins 16 points, et le Royaume-Uni, moins 13 points. La France, comme l'Allemagne, en ont moins bénéficié, respectivement moins 2 et moins 4 points de PIB. A l'inverse, l'Italie a été extrêmement pénalisée par un écart critique positif,
conduisant à alourdir sa dette de 57 points de PIB. La différence entre l'Italie et l'Espagne, liée à cet écart critique, s'élève à 80 points de PIB sur la dette publique en 30 ans. Paradoxalement, l'Italie est l'État le plus vertueux budgétairement depuis 1990, mais c'est aussi le plus pénalisé par des taux élevés au regard de sa croissance, ce qui rend extrêmement difficile son désendettement malgré les excédents primaires accumulés. L'exemple italien montre combien il est important de bénéficier de taux bas pour éviter un emballement de la dette. Avant la dissolution de l'Assemblée nationale, l'État français se refinançait à long terme à un taux d'intérêt supérieur de 0,5 points de pourcentage à celui de l'Allemagne, alors que cet écart spread était de 0,8 points pour l'Espagne, de 1,3 points pour l'Italie. Il est d'ailleurs important de noter que l'Hexagone se refinançait à des taux particulièrement avantageux équivalents à ceux de la Finlande et de l'Autriche, alors que la dette dans ces deux pays est inférieure à 80% du PIB. Selon les calculs du Trésor, une hausse durable de 1 point du taux conduirait à renchérir, toutes choses égales par ailleurs, la dette française de 33 milliards d'euros, soit 1,2 point de PIB à l'horizon de 10 ans. En définitive, le niveau de dette publique de l'Hexagone est très élevé, mais ne se situe pas dans la fourchette haute des grands pays de l'OCDE, surtout si l'on prend en compte la part importante des actifs financiers détenus par les administrations publiques françaises. En revanche, la dette publique hexagonale a plus qu'augmenté que chez ses voisins européens depuis près de 10 ans à cause de M. Emmanuel Macron, sans contrepartie d'investissements supplémentaires évidentes. En outre, la France sort de plusieurs années de crise avec un déficit public primaire élevé qui serait de plus de 3 points de PIB en 2024, alors qu'il devrait être de 0,6 points de PIB en Italie, de 1 point en Allemagne et de 1,4 points en Espagne. Pour stabiliser sa dette, la France va donc devoir consentir un effort budgétaire conséquent, supérieur à celui des autres grands États de la zone euro, sauf à compter sur un écart critique toujours négatif. Ce qui est loin d'être garanti au vu des prévisions de croissance extrêmement faibles de la France, de la dégradation de la note de la dette de la France, de l'instabilité politique actuelle, qui n'est pas de nature à rassurer la trajectoire budgétaire à venir, et le pire est à venir cet automne avec le budget de l'État qui n'arrivera pas à être voté et avec la disparition bien entendu d'Emmanuel Macron de l'espace politique, puisque je pense qu'il n'aura d'autre choix que de démissionner prématurément pour Noël. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut.